Bonjour, Bonjour. merci de nous regarder, merci d'être fidèle à la chaîne YouTube de Transition et Énergie, et je peux même dire que vous êtes de plus en plus nombreux. Nous allons parler aujourd'hui d'une source d'énergie qui est la plus concentrée qui existe, qui est la plus décarbonée qui soit, et qui est aussi, on peut le dire, la plus controversée. Donc c'est évidemment l'énergie nucléaire. Si on remonte il y a 50 ans, l'énergie nucléaire était alors présentée comme une énergie dans une ascension irrésistible. Elle devait alors conquérir la planète, produire la quasi-totalité de l'électricité consommée un peu partout et remplacer notamment les centrales à charbon. En fait, pour tout un tas de raisons, il n'en a rien été, sauf dans un pays qui est la France. Et aujourd'hui, la France peut ainsi considérer que l'énergie nucléaire est l'un de ses meilleurs atouts économiques, parce qu'elle lui permet d'avoir une électricité abondante et relativement bon marché. Et bon an, mal an, 70 à 80% de l'électricité qui est produite en France par an est de l'électricité nucléaire. Nous allons parler maintenant avec mon invité, Dominique Grenesch, qui est un grand expert de l'énergie nucléaire. Donc, Monsieur Grenesch, je vais pas revenir sur toute votre carrière, tellement elle est riche et tellement il y aurait des choses à dire, mais vous êtes docteur en physique nucléaire. Vous avez occupé plusieurs postes à responsabilité au commissariat à l'énergie atomique. Vous avez été, et vous êtes redevenu conseiller au commissariat à l'énergie atomique. Vous avez occupé des postes très importants également chez Areva. Vous avez écrit des ouvrages qui font autorité, notamment sur les réacteurs nucléaires. Et vous êtes toujours enseignant en physique nucléaire ou sur l'énergie nucléaire. Et on en parlait juste avant le début de l'émission. Vous avez aussi longtemps travaillé pour l'Agence internationale pour l'énergie atomique. C'est juste, voilà, juste pour montrer un peu l'étendue de votre parcours dans le domaine de l'énergie nucléaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est la renaissance de l'énergie nucléaire, parce que c'est cette particularité qui est sans équivalent. Dans l'histoire des énergies, il y a des énergies qui sont en faveur, qui se développent, qui prennent du poids, mais des énergies qui se développent, dont le développement s'arrête et dont le développement recommence, il n'y a pas d'exemple. Donc l'énergie nucléaire, c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier, puisqu'elle bénéficie depuis quelques années, un petit nombre d'années, d'un regain de faveur, d'une véritable renaissance, notamment parce qu'elle peut être un outil important au service de la transition énergétique et de la production abondante et maîtrisée d'électricité décarbonée. Et juste pour finir sur ce chapitre-là, on peut noter, si on veut être un tout petit peu polémique, que nos dirigeants, à savoir Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, ont été pendant des années des adversaires de l'énergie nucléaire, ont participé à des gouvernements où ont été eux-mêmes, quand ils étaient présidents ou aux responsabilités, on va dire à l'affaiblissement de la filière nucléaire française. Donc, ils ont, par exemple, contribué et décidé même de fermer les réacteurs de Fessenheim, contribué ou décidé d'arrêter le programme de recherche sur les réacteurs dits de 4e génération, dont on parlera un peu plus tard, Astrid. Donc, et puis finalement, soudainement, il y a 2 ans, ils se sont rendus compte que sans énergie nucléaire et sans électricité nucléaire, la France est incapable de remplir ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et serait incapable aussi de produire l'électricité dont elle a besoin et dont elle aura de plus en plus besoin. Nous allons parler de ça avec Monsieur Grenesch. Voilà. Après cette entrée en matière, on peut peut-être commencer, justement, puisqu'on est sur la renaissance du nucléaire en France, on peut peut-être commencer sur le programme annoncé par le gouvernement, donc de relance de la construction de réacteurs nucléaires en France. Et donc, on est aujourd'hui engagé dans la construction de 6 nouveaux réacteurs de type EPR et éventuellement de 14. Tout à fait. Alors, est-ce que on a les moyens aujourd'hui techniques de construire 6 voire 14 réacteurs en l'espace, on va dire, de 25 ans, quelque chose comme ça?
Et est-ce que ce sera suffisant? On va peut-être commencer par, est-ce qu'on a les moyens? Surtout, juste pour finir, que jusqu'à aujourd'hui, la construction des EPR a donné lieu à pas mal de difficultés. Donc, en Finlande, ils ont fini le prototype, ils ont fini par le construire, mais ça a été compliqué. En France, Flamanville, on a accumulé les problèmes. Les Chinois ont été plus rapides que nous, mais même à Taishan, donc les deux EPR qui fonctionnent en Chine, ils ont quelques problèmes. Donc, est-ce que, d'abord, techniquement, on sera capable de construire 6, voire 14 réacteurs nucléaires en 25 ans, on va dire? Alors, c'était vraiment une bonne question, mais vous en avez posé plusieurs, en fait, en même temps, mais c'est pas grave, on va essayer d'y répondre. Enfin, je vais essayer d'y répondre. Votre question est précise, est-ce qu'on est capable de le faire? Aujourd'hui, peut-être pas, mais on se prépare à le faire. Et on se prépare beaucoup, en termes d'hommes, en termes bon, par exemple, EDF va recruter 10 000 personnes pour se préparer pour pour assurer le futur. Donc, la réponse est simple. Aujourd'hui, si c'est demain, non. Après-demain, oui, parce que on se prépare vraiment sérieusement à tout ça en termes de compétences, en termes de sous-traitance, enfin dans tous les domaines, si vous voulez, on se prépare. C'est-à-dire que la filière nucléaire se reconstruit. Exactement. Je rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent que la France a été capable de construire de 1980 à 1990 en 10 ans presque 50 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire 6 par an, un tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Aujourd'hui, c'est 56 réacteurs qui fonctionnent. Et c'est ça. Et en plus, ils fonctionnent tous aujourd'hui. C'est grâce à ça que vous avez l'électricité quand vous branchez votre sèche-cheveux ou n'importe quoi. C'est quand même essentiellement des électrons qui viennent du nucléaire. D'accord. Donc, cet immense programme, grâce à la volonté, des gens vraiment extraordinaires de ces gens-là, au point de vue scientifique, au point de vue politique. Encore une fois, on a construit, alors, le maximum, je crois que ça a été 6 par an. Bon, c'est vraiment le pic. Il y a une année, je crois, 82 ou 83, on a réussi. Bon, après, ça s'est fait. Enfin, toujours est-il que 80% des réacteurs qui nous nourrissent aujourd'hui, je dirais, en électricité, vous et moi et tous les gens qui nous écoutent, ça a été construit dans les années 80 90, jusqu'en le dernier était construit, je crois, en 94, 95, un gros, parce que ça s'est fait par palier, si vous voulez, enfin, de trois puissances, hein, en gros, des 900 mégawatts, des 1350 et 1450. Voilà. Je vais pas vous raconter le détail, mais en gros, ça s'est fait par palier. Et puis, on est arrivé donc aujourd'hui aux EPR qui sont encore 1650. Mais il y a une espèce de traversée du désert pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourrait rentrer, qui fait que depuis 10, 15 ans, même plus, là, on ne construit plus de réacteurs. Alors, dans quelle industrie, quand vous arrêtez tout, si vous arrêtez de construire des voitures aujourd'hui ou des avions, et que vous reprenez ça dans 15 ans ou 20 ans, c'est pas facile. Alors, il y a eu 2 choses. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a arrêté de construire des réacteurs, donc on a perdu en partie ce savoir-faire, et on s'en est rendu compte quand on a commencé à construire Flamanville, puisqu'on a eu des problèmes. Tout à fait. Ne serait-ce qu'avec le béton, avec les canalisations, oui, avec tout, voire avec la cuve, on a eu des problèmes. Les soudeurs, tout un tas de trucs. Mais ce qu'il y a aussi, il y a eu 2 choses. Donc, on a arrêté d'en construire, et on n'a pas renouvelé les équipes. Alors, c'est-à-dire que l'abandon, c'est pas seulement que on a arrêté entre guillemets les chaînes de fabrication, c'est qu'on n'a pas préservé le savoir-faire et la connaissance en renouvelant même à minima les équipes, et on le paye cher aujourd'hui. Oui, c'est exact, mais il faut voir que le contexte général que tout le monde connaît sur le nucléaire était quand même on a traversé quand même des périodes bien difficiles. Je vais vous donner un autre exemple de l'enseignement, par exemple. J'ai beaucoup enseigné. Eh bien, à partir des années 2000, fin des années 2000, il y a eu une chute considérable des étudiants. Comment voulez-vous motiver des étudiants en disant est-ce que vous voulez faire du nucléaire, de la finance ou de l'aviation, etc. Or, le nucléaire, vous savez, ça n'a pas d'avenir, c'est mauvais, ça fait des déchets. Vous n'entendez que ça. Si je suis étudiant, je ne vais pas dans ce truc-là, et je l'ai vu très concrètement. Il y a eu des chutes considérables. Hein, et ça, c'est on peut même dire des chutes qualitatives. Alors, c'est en train de reprendre, justement. Absolument. Entre guillemets, les meilleurs ingénieurs ou les bons ingénieurs, peut-être dans les années 60, 70, le nucléaire était quelque chose qui les motivait. Moi le premier. Vous le premier. Entre guillemets, les bons, alors c'est peut-être un peu caricatural, au cours des 20 dernières années, ils n'allaient pas vers le nucléaire. Hein.
Mais exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais encore une fois, vous êtes étudiant, je sais pas, vous avez 20 ans, on vous dit vous voulez faire de l'aviation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et le contexte était tel que j'ai pas besoin d'y revenir. Ou si si on peut y revenir, je crois que je vais me fâcher, mais c'est pas c'est pas mon genre. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Disons que depuis, allez, on va dire depuis la fin des années 2000. 2005, 2000. Et puis après, il y a eu Fukushima qui a accès. J'étais en train de faire pour un autre truc que je dois faire cet après-midi, une conférence, la liste des ministres depuis 2000 en 20 ans. Eh bien, vous avez 6 ministres qui sont chargés de l'énergie, de l'écologie, ça s'est appelé transition, machin, bidule, enfin tout ce qu'on veut. Transition écologique, bio, transition énergétique. On en a deux en ce moment, on a transition écologique et transition énergétique. Il y a eu dont Elisabeth Borne, qui était anti-nucléaire, qui a été ministre de l'Environnement, mais alors on trouve Ségolène Royal, enfin des choses comme ça. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, De Rougy, enfin bon, j'ai plus en tête, j'en ai dénombré 6. Voilà, entre 2012, le premier, et puis l'année où a été décidé l'arrêt de Fessenheim d'ailleurs. Bon, dans cette ambiance-là, pendant 10 ans, on a vraiment, je dirais pas un enfer, mais enfin c'était difficile à vivre et voilà. Aussi bien, je me demande même comment on en a escapé, quoi. Ça a été une gangrène, vraiment, j'exagère pas dans le mot gangrène du milieu nucléaire, parce que nos dirigeants, nos responsables étaient anti-nucléaires, voilà, tout simplement. Alors ça change en ce moment, on en reviendra peut-être, mais je me suis éloigné un peu de votre question, mais c'était un peu ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir le contexte. Alors, pour revenir sur la question, donc vous dites qu'il y a un peu plus d'intérêt aujourd'hui. Ça veut dire que les étudiants que vous voyez maintenant, vous en envoyez un peu plus et ils sont, on va dire, un peu plus intéressés ou un peu plus passionnés ou un peu plus attirés par l'énergie nucléaire. Mais est-ce que ça veut dire que ce que vous disiez tout à l'heure, qui est que on n'est pas capable aujourd'hui de construire 6 réacteurs, encore moins 14, parce qu'on n'a pas la filière et les équipes, mais on va l'être. Ah oui, on est en train de préparer depuis un an ou deux. Est-ce qu'on pourra construire vraiment 14 et est-ce que c'est suffisant? Parce que pour revenir à l'équation de départ, on a aujourd'hui un parc nucléaire donc de 56 réacteurs. Oui. Et on sait que la transition énergétique, ça veut dire une électrification des usages. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on va avoir besoin de plus en plus d'électricité. Absolument. Ça veut dire qu'on est dans une équation où on doit tenter de prolonger le plus longtemps possible, dans des conditions évidemment acceptables, la vie des réacteurs actuels, et puis les remplacer progressivement par des nouveaux réacteurs. Ça veut dire que, est-ce que même avec 14 réacteurs d'ici de nouveaux réacteurs, si on y arrive d'ici 2050, on aura, on va dire, suffisamment de capacité de production, ou est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Est-ce que et encore, les 14, le plan n'est pas définitif, c'est une possibilité. On est sur 6 aujourd'hui. Ça veut dire que tout à fait. On a abandonné, on va dire, l'énergie nucléaire et la filière nucléaire pendant 15 ans. Ouais. Et aujourd'hui, la reconstruction, elle est annoncée, mais elle est lente, elle est progressive, et elle ne correspond pas forcément à nos besoins. Alors, vous avez parfaitement raison. Je vais prendre des chiffres. Alors, je ne veux pas inonder les auditeurs de chiffres, mais aujourd'hui, c'est 60. Vous prenez 60, c'est des gigawatts électriques d'équipements nucléaires. 60. Vous retenez le chiffre 60. Un EPR, c'est 1,5, enfin 1,7 exactement, gigawatts. Donc, c'est tout bête. Hein. Vous divisez 60 par 1,5, ça vous fait, bon, je peux même pas faire, enfin, ça vous fait 40 EPR, quoi. Donc, voilà. Et les besoins d'électricité dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, c'est pas 60, c'est 100. Tout à fait. Ce que je dis est vraiment simple à comprendre parce que 60 divisé par un 5, par un 7, encore une fois, ça fait dans les 40 si je ne m'abuse, comme ça. Bon, on en a prévu, comme on vient de dire à l'instant, 6 plus 14 éventuellement, c'est pas suffisant. Bon. Enfin, 14 au total. 6 plus... oui, 14 au total, vous avez raison, pardon. Donc, 14 au total, ça fait donc 14 plus la moitié de 14, ça doit faire dans les 25 gigawatts. Voilà. Bon, donc manifestement, si on veut avoir autant de nucléaire en 2050, il va falloir en construire plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On a le temps. On a le temps. Bon, ça va évoluer. Je vous dis, il se trouve qu'on a d'un seul coup, on a pu en construire 5 ou 6 par an. Donc voilà. Si la tendance se poursuit actuellement, reprise du nucléaire, plus d'électricité, c'est évident. Il faudra passer de, je sais pas moi, 600 TWh à 700 ou bon. Enfin, il y a des tas de scénarios. Et la réponse, je reviens à votre question. La réponse est non, c'est pas suffisant. Si les scénarios les plus probables se développent, c'est-à-dire plus d'électricité et toujours la part de nucléaire. Ou alors, il faudra faire appel à d'autres sources d'énergie, mais c'est pas...
Bon, on va peut-être pas parler de ça, mais enfin, c'est pas des éoliennes qui vont pouvoir compenser ça, quoi. C'est pas possible. Les gens peuvent s'en rendre compte. Vu la puissance d'une éolienne, hein, c'est 3 mégawatts, il en faut 3000 pour un seul réacteur. C'est pas raisonnable de changer, ou les éoliennes en mer, ou le solaire. J'ai rien contre le solaire, hein, mais c'est pas suffisant, quoi. Donc, ou alors, il faudra faire de l'électricité avec du charbon ou voilà. Ce qui n'est pas l'objectif, oui. Voilà. Donc, la réponse, encore une fois, non. Mais bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hein, on verra dans 5 ans ou 25 ans, ou plutôt, 5-10 ans, comment accélérer ce programme. Alors après, l'autre part de l'équation, c'est la prolongation de vie des réacteurs existants. Oui. Donc, à l'origine, si j'ai bien compris, je dis peut-être des bêtises, la vie des réacteurs, c'était 40 ans. Voilà. Oui. On va les prolonger de 50, voire 60. Aux États-Unis, ils vont jusqu'à 80 ans. Est-ce qu'on peut imaginer que dans des conditions de sécurité acceptables et avec des investissements pour les maintenir en activité acceptable, on puisse prolonger la vie des réacteurs existants jusqu'à 80, voire jusqu'à 100 ans, ce qui réglerait une partie du problème dont on vient de parler? Alors, là aussi, vous avez parfaitement raison, vous avez bien saisi le problème. Pour l'instant, alors, quand on dit, je reviens au début, ils ont été dimensionnés pour 40 ans. Oui, mais avec de telles marges, si vous voulez, que, heureusement d'ailleurs, qu'on s'aperçoit maintenant, les marges étaient telles qu'on peut les prolonger. C'est assez simple aussi le problème, là. Les choses sont pas si compliquées. Dans un réacteur, on peut tout remplacer. Sauf deux choses, sauf la cuve. Quoique techniquement c'est faisable, mais enfin bon, ce sera un tel boulot que on n'y change pas. Puis la deuxième chose, c'est tout simplement l'enceinte en béton. Voilà, c'est les deux choses. Alors ça, l'enceinte de confinement, donc on la surveille parce que ça, c'est pas que du béton, hein, c'est du béton précontraint. Donc tout ça est suivi évidemment de très près. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça va pouvoir tenir, comme vous dites tout à l'heure, pourquoi pas 100 ans, quoi. Je veux dire, voilà. Des fois, le château de Versailles, ça fait 300 ans qu'il était. Alors, je sais bien, il faut le rénover de temps en temps. C'est pas les mêmes températures. Non, mais c'est pour l'enceinte de confinement, je veux dire. C'est du béton, hein. Oui. Alors, je parle pas de la cuve, hein. Je parle des deux. Donc, je répète, c'est la cuve, qui est une grosse cocotte minute avec de l'acier de 35 cm d'épaisseur. C'est un gros machin. C'est ça qui est, bon, on peut pas le remplacer. Donc, mais ça vieillit. Comme tous les matériaux, sous l'effet des neutrons. Et puis le bombardement des neutrons. Bon, fait que, alors tout ça est évidemment surveillé. Vous pouvez pas de vraiment très très près. Tous les jours, il y a des éprouvettes, qui permettent de voir que ça peut encore tenir. Alors, moyennant l'autorisation, comme vous disiez, moyennant que ce soit sûr. S'il y a la moindre doute sur la sûreté, on arrête tout, hein. C'est aussi vrai, c'est pas parce qu'il y a le gendarme du nucléaire, mais l'exploitant, il a pas intérêt à avoir un accident. Donc, surtout la cuve, quoi. Tu vois. Donc, donc, aujourd'hui, les études montrent qu'on peut prolonger, évidemment, à 50 ans, 60 ans. Aux États-Unis, quelques-uns ont été prolongés, enfin, sont d'ailleurs autorisés, pas tous, hein, il y en a que à 80, mais peu à peu les autres, ça dépend de l'état des centrales, elles sont pas toutes, des fois, bon, enfin bref, dépendra. Donc la réponse est que techniquement, probablement, c'est possible d'aller jusqu'à 80, jusqu'à 100, ça me paraît, sans remplacer la cuve, ça me paraît un peu difficile. Mais enfin bon, pourquoi pas, hein. Parce que, encore une fois, c'est l'enceinte et la cuve, quoi. Alors, bon, jusqu'à 80, ça, c'est possible. La preuve, c'est que c'est possible aux États-Unis. Il n'y a pas de raison que ce soit pas possible chez nous. Bon, on travaille aussi bien, voire, je dirais pas mieux, mais enfin, bon, largement aussi bien que les Américains. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, pour l'instant, donc, on en est à tous pratiquement 50 ans. Hein, tous vont être prolongés au moins jusqu'à 50 ans. Donc, ça le grand carénage pour leur redonner 10 ans de vie. Alors, évidemment, oui, tout ça, vous avez raison aussi. C'est bien sûr, faut faire le grand carénage. C'est-à-dire, c'est comme dans les bateaux, quoi. Faut aller voir dans tous les coins, vérifier tout, si tout fonctionne bien. C'est énorme, hein, comme travail. Hein, c'est énorme. On va tout vérifier, quoi. Les circuits électriques, tout ça. Sachant qu'on peut en renouveler, encore une fois, par exemple, s'il faut changer les circuits électriques, bon, ou je sais pas, les vannes, les tuyaux, tout ça, on peut le faire. On a même été jusqu'à un truc qu'on pouvait pas faire, qu'on pensait que c'était pas possible avant. C'est les générateurs de vapeur. Alors, ça vous dit rien, c'est ceux qui font la vapeur pour faire tourner la turbine. C'est des énormes machins, plus gros que la cuve, hein, ça peut être 400 tonnes. Et puis c'est un peu irradiant. Eh ben, on a réussi à le faire et maintenant on le fait couramment. On les a tous changés. Je crois que de mémoire, il y en a 200
210 ou 220 sur le parc nucléaire français, puisqu'il y en a 3 ou 4 par réacteur, multipliez ça par le nombre de réacteurs, c'est 200, on les a tous remplacés. Pratiquement tous. Hein. Les derniers vont être remplacés bientôt. Voilà, c'est des énormes opérations. Hein. Ça met un mois. Faut couper les tuyaux, faut les ressouder, tout ça. Je vous imaginez le travail. Eh ben, c'est faisable et on le fait maintenant couramment. Ouais. Alors, il y a une autre piste aussi pour, on va dire, augmenter nos capacités de production nucléaire. Donc, construire les nouveaux réacteurs, augmenter la durée de vie des réacteurs existants et augmenter la puissance de production électrique du parc existant. Alors, l'exemple est souvent pris de ce qu'a fait la Suède, par exemple. Donc, vous avez parlé des 3 générations de réacteurs qu'on a. Donc, on a ceux de 900 MW, ceux de 1350 et ceux de 1450. Et les Suédois, sans toucher, on va dire, c'est vraiment le cas de le dire, au cœur du réacteur, mais uniquement aux turbines derrière, en améliorant leur fonctionnement et leur efficacité, et peut-être en améliorant les générateurs de vapeur, ça je sais pas. Les mêmes réacteurs sont capables de produire 10-15% d'électricité en plus. Ça. Si vous faites ça sur un parc de 50 ou 60 réacteurs, le résultat est loin d'être négligeable. Est-ce que c'est faisable oui, c'est faisable. On l'a fait dans d'autres pays, hein, clairement. Bon, alors, EDF est en train d'y réfléchir sérieusement. Voilà. Mais bon, ça suppose quand même des changements. Des investissements lourds. Pas trop lourd, mais enfin, bon, on regarde le problème et c'est possible que ce soit une piste, au moins, dans la mesure où ce que vous venez de dire, ça peut peut-être faire 10%, ce qui est pas négligeable. 10% sur 50, ça fait comme si vous aviez 5 réacteurs de plus, c'est pas rien. Tout à fait. Voilà. Non, mais voilà, la réponse, c'est une piste qui est regardée en ce moment et probablement que ça va se faire moins sur certains réacteurs. Donc, ça va permettre de gagner, quand même quelques pourcents. Ça, c'est quasiment sûr. Voilà. Alors, encore une fois, faut modifier des choses. Bon, le problème, c'est que ça coûte un peu d'argent, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Tout ça, c'est un point. Il y a aussi un point. Techniquement, c'est faisable, mais pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, techniquement, c'est faisable. Après, c'est une question, est-ce que ça vaut le coup le rapport bénéfice coût. Parce qu'il y a un problème de calendrier aussi, de temps qu'il faut pour construire de nouveaux réacteurs, et puis du temps qu'il faut éventuellement pour augmenter la puissance de ceux existants. C'est-à-dire que ça peut être plus rapide d'augmenter la puissance des réacteurs existants. On sait bien, alors. Il faut espérer que les nouveaux EPR ne mettront pas autant de temps à être construits que celui qu'on construit, on va dire laborieusement, et le mot est gentil. Gentil. C'est très gentil, parce qu'on aura mis 15 ans pour construire ce réacteur. Même un peu plus. 17 ans. Donc, si on met à nouveau 17 ans pour construire les réacteurs, il vaut mieux pas les construire, si vous voulez. Alors, je sais que en temps effectif de travail, les Chinois, pour ce qui est Taishan 2, donc ils ont 2 EPR, ils ont mis 5-6 ans en temps effectif. Donc je ne sais pas si on construira en 5-6 ans, mais si déjà on construit en moins de 10 ans ou autour de 10 ans, ce sera un progrès. Mais ça veut dire que de nouveaux réacteurs, si les choses se passent comme on le croit, on en aura dans 12-13 ans. Et encore les premiers. Ah ben ceux qui vont être construits donc à Panly, entre-temps, on aura besoin d'électricité. Démarrage d'ailleurs, on est en train de préparer le site, tout ça va démarrer dans un an, la construction. On espère que en chiffres, je pense, 7-8 ans, quoi, en 2032, 2033, ils vont commencer à produire l'électricité. Pas moins, mais espérons pas plus, parce que si c'est autant que le PR, autant mettre la clé sous la porte, quoi. Alors, le PR2, donc, qui est censé être plus facile à construire, notamment en série, et qui retient les enseignements des problèmes de conception de l'EPR. Vous pensez que ce sera un vrai progrès? Ah oui, alors c'est la même machine sur le fond, évidemment, c'est toujours le même cœur de réacteur, les mêmes générateurs de vapeur. Le PR2, donc dont on parle en ce moment, effectivement, c'est comme, j'allais dire, c'est comme une, j'aime bien prendre les comparaisons, c'est comme une voiture dont on a amélioré beaucoup de choses, si vous voulez. Par exemple, le PR2, le PR actuel. Bon, à mon avis, c'est une erreur, à 2 enceintes de béton, un numéro 1 et 2. Voilà. Bon. Ça, c'est une des choses. Dans le PR2, il y en aura plus qu'une enceinte, parce que tous les réacteurs ont qu'une enceinte avec une peau d'étanchéité à l'intérieur en cas de problème d'accident grave, donc pour que ça fuit pas à l'extérieur. C'est ça. Le but de l'enceinte, c'est ça. Hein. C'est quand même en cas d'accident grave, vraiment grave. Qu'est-ce qu'on appelle accident grave dans un réacteur? C'est quand le réacteur se met à fondre. Hein. Qu'on n'arrive plus à le refroidir. Qu'on n'arrive plus à le refroidir. Le nucléaire, encore une fois, c'est simple aussi. C'est les deux. Vous savez, quand vous faites une fission, je vais vous expliquer quand même en 3 minutes d'où ça vient.
quand vous faites une fission, vous savez que le principe du nucléaire, c'est de casser un noyau atomique en deux. Bon, ben, alors ça fait 3 choses quand vous cassez. 1, ça fait de l'énergie, c'est ce qu'on cherche à faire. 2, ça fait des neutrons pour entretenir la réaction en chaîne, donc ça c'est utile. Puis 3, malheureusement, ça fait 2 produits de fission qui sont des déchets. Hein. Alors, ces 2 produits de fission sont assez embêtants parce que ça fait 2 choses. D'abord, ça fait des déchets, mais surtout, ça dégage de la chaleur. Ça continue à dégager de la chaleur. C'est-à-dire que c'est comme une voiture, un moteur de voiture. Quand vous l'arrêtez, le moteur il continue à être chaud. C'est pareil pour, et là, vous n'y pouvez rien. Donc, il faut absolument évacuer la chaleur parce que si vous évacuez pas, c'est simple, ça fond. Voilà. Le problème du nucléaire, il est là, finalement. Et puis, ces 2 produits de fission, vous les aurez toujours puisque vous faites des fissions avec. C'est vraiment simple. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça pour en revenir qu'il faut absolument évacuer la chaleur. Et donc, du coup, j'ai perdu un peu le fil de ce que... Donc vous étiez sur le principe, et donc on était pour évacuer cette chaleur, oui. On a des systèmes à eau pressurisés, oui. À très forte pression, et par définition, des systèmes à eau pressurisés, ça présente des fragilités, d'autant plus que la pression, elle est considérable dans les systèmes de refroidissement. Ça fait 150 bars, oui, bon, d'accord. Mais ça, c'est... Oui, ça veut dire tous les réacteurs, vous avez des systèmes à eau pressurisée. Oui. C'est surtout des systèmes, oui, à eau pressurisée, enfin, de l'eau pressurisée, de l'eau sous pression, donc des tas de circuits de secours pour injecter ce qu'il faut dans le cœur de réacteur. Alors ce que vous nous disiez, c'est l'accident, c'est quoi? L'accident, c'est perte de refroidissement. Alors, il y en a eu 2 célèbres, si je puis dire. Un qui s'appelle 3 Mile Island en 79. Alors, j'en sais quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais à côté. Voilà. Bon. 0 mort, 0 blessé, 0 radioactivité dehors, mais le cœur a fondu, en partie. Bon, il n'a pas traversé la cuve, donc et heureusement qu'il y avait l'enceinte de confinement, justement, qui est une espèce de ballon c'est plus qu'un ballon, enfin c'est une enceinte quoi, qui ferme hermétiquement. Donc il y a eu le cœur a fondu. L'accident grave que l'on craint est arrivé, ça a fondu. Alors je vais pas vous raconter le détail de l'accident, mais bon c'est assez instructif, on va dire. Des fois je dis c'était un bon accident. Pourquoi c'était un bon accident? Parce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé, encore pas de radioactivité. Parce que vous avez pu en tirer des enseignements pendant 10 ans. La sécurité des réacteurs. Pendant 10 ans, on a été, je veux dire, humble là-dedans. Merde, on n'avait pas pensé à ça. Excusez-moi de l'expression. On n'avait pas pensé à ça. Zut. Donc on a appris énormément. Et on a progressé beaucoup dans la sûreté, ça tout le monde. C'est vrai dans toutes les technologies modernes, même les accidents d'avion, c'est pareil. Hein. Des trucs, on n'y pensait pas. Et puis voilà. Hein. Si vous me laissez 1 minute, je vais vous prendre un exemple que tout le monde peut comprendre. Vous avez toutes les minutes que vous voulez ici. Au moment de l'accident, il y a une soupape qui doit s'ouvrir, hein, justement pour dépressuriser. Puis après, faut la refermer parce que sinon on vide toute l'eau. C'est simple à comprendre. Et vous refroidissez plus. Eh ben, c'est mal. Vous savez ce qui s'est passé? Les opérateurs, ils ont refermé la vanne. Et ils ont eu le signal comme quoi la vanne était fermée, mais la vanne elle était restée ouverte. Et donc l'eau s'est évacuée. Non mais, vous voyez, c'est tout bête, hein, parce qu'il y avait tout. Et ils n'avaient pas des pompes pour réintroduire de l'eau? Ah ben alors, si, mais comme ils croyaient que c'était. Mais quoi, ils avaient peur, si vous voulez, du coup, ils avaient peur que ce soit comme la vanne était, ils pensaient que la vanne était fermée. S'ils injectaient de l'eau, ça allait faire comme un ballon, ça avait tellement de pression. Donc ils ont chanté. Enfin, c'est toute une histoire. Hein. On a appris des choses formidables. Donc ils ont chanté. Enfin, ils ont arrêté l'injection de secours justement. Alors, parce que si vous voulez, ils ont pensé que la situation n'est pas du tout ce qui passait, voilà. Donc, c'est un exemple. Mais il y en a eu d'autres comme ça, sur le facteur humain. Et alors, le deuxième accident, donc 79 Three Mile Island, deuxième 86 Tchernobyl, et là, pas d'enceinte. Ah non, pas de Tchernobyl, pardon, excusez-moi. Il y en a eu 3. Hein. Il y en a eu 3, d'accord. Alors, souvent, je reviens à Tchernobyl, c'est pas un accident nucléaire. C'est un accident soviétique. Oui, c'est la façon dont a été. Parce qu'il y a eu des missions, je me souviens, en 73 là-bas, les gens sont revenus, 72, 73, j'ai les comptes rendus, enfin, faudrait que je les retrouve, mais vous disiez, on n'a pas dit clairement que les réacteurs étaient dangereux, mais on dit, on était en train de dire, ça va péter un jour, quoi. Ah oui. Eh oui. Ça va péter un jour. C'est vraiment des machines qui étaient faites pour avoir un accident. Alors en plus, vu les contrôles de sûreté, enfin, des fois quand je suis méchant, non, c'est parce que c'est pas ça quand même. La vodka, non, j'exagère, mais c'est vrai. J'y suis allé en Russie plusieurs fois, et les autorités de sûreté étaient pour le moins laxistes.
Hein, et on ne sait pas comment ça se réglait en dessous, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors une machine qui était faite pour avec des entretiens, enfin avec des opérateurs, voilà, faisant un essai de sûreté forcé le vendredi soir, hein, justement, enfin bon, bref, je vais pas raconter le détail de Tchernobyl. Ça a pété, mais encore une fois, c'est un accident soviétique parce que d'abord le design du réacteur était tel que je compare aussi souvent, ça va pas parler aux gens, si vous voulez. Si vous avez une voiture, quand vous appuyez sur le frein, que la voiture se met à passer de 100 à 1000 km/h, c'est embêtant, quoi. Bon, mais les réacteurs, ils étaient faits pour ça. C'est-à-dire on appelle ça de la réactivité. C'est la réaction en chaîne qui s'emballe. Normalement, il y a un système automatique, passif, enfin physique, qui fait que quand la température augmente, le réacteur s'arrête automatiquement. Ça s'appelle coefficient de température négatif. Tous les réacteurs, évidemment, occidentaux. Ça veut dire quoi, les barres sont retirées? Non. Si vous chauffez le cœur du réacteur, je veux dire, attendez, je reprends dans l'ordre. Si vous passez à ce qu'on appelle en surcritique, c'est-à-dire que la réaction en chaîne s'emballe, ça va chauffer, évidemment. Si ça chauffe... Excusez-moi, juste vous interrompre. C'est-à-dire que la caractéristique d'un réacteur nucléaire à fission, c'est de contrôler la réaction en chaîne. Voilà. Et de la, entre guillemets, de la ralentir et de l'entretenir. C'est de l'entretenir, si vous voulez. Je prends aussi souvent l'exemple de peut-être pas mauvais, c'est la population mondiale. Il y a autant d'enfants qui naissent que de morts. Et à ce moment-là, la population est équilibrée. Aujourd'hui, imaginez qu'il y a aujourd'hui, au moment où on parle, autant de morts que de naissances. Vous resterez à 8 milliards de personnes. La réaction en chaîne, c'est qu'on reste à 8 milliards de personnes. Mais si jamais vous faites plus d'enfants qu'il y a de morts, alors c'est à l'échelle de la réaction en chaîne, c'est pas tous les 9 mois, c'est tous les 100 millièmes de seconde. D'accord? Donc ça fait quand même une différence. Donc bref, si vous êtes surcritique d'un seul coup, ça s'emballe tout soudain. Si vous avez une accélération de la réaction en chaîne, comment vous faites pour l'arrêter? Ah ben alors comment on fait pour l'arrêter? Je vous dis, il y a physiquement, passivement, un système physique. Alors, par contre, un peu difficile à expliquer. Ça, je ne m'en rentrerai pas si. Vous savez, il faudrait au moins 1 heure. Mais bon, qui fait que physiquement, si vous voulez, quand vous lâchez quelque chose en l'air, vous savez que ça va descendre en bas. Vous savez que ça, ben là, c'est pareil, si vous voulez. Il y a des systèmes, ce qu'on appelle coefficient de température. Encore une fois, si la réaction en chaîne s'emballe, ça va dégager de la chaleur et cette chaleur va contrecarrer et ça va arrêter le réacteur automatiquement. C'est-à-dire que la population va diminuer, si vous voulez, d'un seul coup. Là, le réacteur était, dans certaines configurations, à Tchernobyl, était que quand vous appuyez c'était l'inverse. Quand la réaction s'emballait, ça chauffait, et quand ça chauffait, la réaction s'emballait encore en plus. Mais ça, c'est en une fraction de seconde. En quelques fractions de seconde. Donc, résultat, il a été sans appel. Comme ce réacteur était refroidi à l'eau, ça a fait d'un seul coup de la vapeur, une formation de vapeur considérable, hein, parce que la chaleur et cette vapeur a fait exploser le réacteur. Voilà. Et a répandu dans l'atmosphère. Le réacteur, comme je dis souvent aussi, il est parti sur la pelouse. D'accord? Bon, ça a soulevé cette énorme concentration de vapeur. Enfin, c'est comme vous soufflez d'un seul coup, quoi. Ça pète, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc, ça a pété tellement fort, ça a soulevé la dalle en béton de 3000 tonnes qui était au-dessus, qui s'est retrouvée. Et puis après, il y a eu l'incendie de graphite. Enfin bon, ça a été la catastrophe absolue. Alors, bon, je sais pas si je suis absolument certain qu'aujourd'hui, ce type d'accident est physiquement impossible. Impossible. Voilà, c'est physiquement. En tout cas, impossible sur les réacteurs français ou les réacteurs occidentaux. Non, mais même les réacteurs russes, les anciens, ils ont été évidemment modifiés pour qu'il n'y ait pas ce genre de... un emballement de la réaction... C'était été un emballement subi. Donc, je reviens quand même à votre question. Les 3 grands accidents nucléaires, donc c'est Tchernobyl, mais encore une fois, c'est tellement particulier que c'est pour ça que j'ai dit c'est un accident soviétique, vous avez compris. Les 2 accidents vraiment survenus sur des réacteurs de notre type, c'est-à-dire les réacteurs repressurisés ou bouillants, ce qui revient au même, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est les réacteurs à eau. Hein. Celui de Three Mile Island en 79, ça a eu des conséquences, je vais revenir dans un instant, vous allez voir auxquelles vous attendez pas. Conséquences considérables. Je vais y venir maintenant, sinon j'y penserai plus. Figurez-vous que ça a été tellement l'angoisse aux États-Unis, d'abord 24 heures sur 24, toutes les télévisions ne parlaient que de ça. Jimmy Carter,
qui était le président de l'époque, il est venu en salle de commande, non pas pour essayer de... Et ça n'a pas favorisé son pro-nucléaire. Il est pas devenu, mais il était déjà anti-nucléaire. Et le fait qu'il soit anti-nucléaire a eu beaucoup de conséquences après, aux États-Unis. Sur l'arrêt du programme nucléaire américain. Voilà. Et sur les problèmes de prolifération, etc. Je passe sinon j'en ai pour beaucoup de temps. Mais bref, tout ça c'est donc encore une fois. Le deuxième, c'était à Fukushima. Oui. Alors le Fukushima, alors, donc dans le temps, c'est le troisième. C'est-à-dire que vous avez 79 Three Mile Island, 86 Tchernobyl, 2011 Fukushima. 2011, voilà, c'est tout à fait. Alors à Fukushima, ce qui s'est passé, je crois que tout le monde le sait, c'est donc il y a eu un tsunami énorme qui a dépassé ce que l'on croyait possible, c'est-à-dire on avait mis des murs, enfin ils ont mis des murs de 7 mètres de haut, 7-8 mètres de haut, le tsunami il a fait 15 mètres de haut. D'accord? Donc ça a débordé, ça a noyé les moteurs diesel qui refroidissent, qui permettent de faire circuler l'eau pour refroidir le réacteur, donc le cœur n'était pas refroidi, et donc il a fondu. Et puis alors, le problème c'est que c'était des réacteurs très vieux, très ancien, qui avait été conçu, très bien, mais c'est avec les moyens de l'époque, on pensait pas à des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, il n'y avait pas d'enceinte de confinement, justement. Et quand on fond le réacteur, il se passe une réaction qui est pas curieuse, mais qui est ce qu'on appelle les gaines s'oxydent, c'est-à-dire ça dégage de l'hydrogène. Vous mettez de l'eau, les gaines chauffent à 900 degrés, bon, et ça commence à faire une réaction entre l'eau et la gaine, tout simplement d'oxydation. Ça casse la molécule d'eau. H2O plus, voilà. Donc ça casse la molécule d'eau et ça fait de l'hydrogène. Ça c'est vrai dans tous les réacteurs. Alors, je vous dirais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans nos réacteurs, enfin aujourd'hui depuis longtemps, justement dû à Three Mile Island. Excusez-moi, je vais un peu trop vite parce que c'est pas... Donc à Three Mile Island, ça s'est passé ça. Ça a fait de l'hydrogène. Alors l'hydrogène a été contenu dans l'enceinte, mais ça a fait un petit boom quand même. Heureusement, donc l'enceinte était tellement résistante, ça n'a pas eu de problème. Mais voilà une des leçons qu'on a appris. Donc du coup, dans nos réacteurs aujourd'hui, juste après, on a mis des recombineurs d'hydrogène, on a mis des tas de choses pour empêcher que l'explosion. Mais même si, une dilution de l'hydrogène dans l'atmosphère, des tas de mesures qui font que c'est plus possible. C'est plus possible, voilà. Mais je reviens donc à Fukushima pour essayer de suivre le raisonnement. Fukushima, c'était des vieux réacteurs, il n'y avait pas d'enceinte de confinement. Donc il y a eu quand même de l'hydrogène, évidemment, qui s'est formé, c'est normal, dans tous les réacteurs, c'est comme ça. Et puis, à un moment, ce qui est arrivé, ça a pété, quoi. L'hydrogène fait boum. Voilà. Et puis, comme il n'y avait pas d'enceinte de confinement, tout est parti en l'air, voilà. Voilà, c'est ça, le Fukushima. Alors, c'est deux choses, c'est un événement naturel exceptionnel, mais je précise tout de suite que nous, on doit prévoir. Les Japonais, à mon avis, ont fait une erreur. Nous, l'autorité de sûreté n'aurait jamais permis de faire fonctionner un réacteur comme ça, même si on est sans supposer un événement exceptionnel. Par exemple, nous, en France... On n'a pas de réacteur sans confinement, ça n'existe plus. Bien sûr. Non seulement sans confinement, mais par exemple, je prends l'exemple que tout le monde comprendra, c'est en cas de séisme, par exemple. Ça fait bouger tout, et puis ça risque de faire des problèmes. Nos réacteurs, évidemment, sont dimensionnés pour essayer ce qu'on appelle au séisme maximum historiquement vraisemblable, c'est-à-dire, et plus on prend encore une échelle d'un facteur 10 au plus. Tous nos réacteurs sont testés, évidemment, même sur des tables vibrantes, pour que tout ça résiste. Bon. Donc, ça, c'est pour vous donner un exemple. C'est obligatoire. D'ailleurs, les réacteurs de Fukushima étaient la même chose. Ils ont résisté. Ça a tremblé. Parce qu'il y a des tremblements de terre, il y en a beaucoup au Japon. Oui. Les seuls, c'est triste à dire, mais les seuls qui ont résisté, qui sont pas morts dans le coin, c'est les gars qui étaient dans la centrale nucléaire. Tous les autres autour, aussi bien leurs familles, ont été noyés ou sont morts des destructions. Donc, l'endroit le plus sûr à ce moment-là, c'est se mettre dans une centrale nucléaire. Vous êtes sûr que ça va pas s'écrouler. Bon, mais et puis il y a deuxième aspect, c'est l'évacuation de la puissance résiduelle. Donc encore une fois, nous normalement on met des tas de ce que l'on met par exemple, mais où s'arrêter, hein. On met ce qu'on appelle des diesels d'ultime secours, qui sont des bunkers dans nos centrales nucléaires. On a obligé à mettre EDF on a l'autorité de sûreté, ils disent vous allez mettre avec. Vous avez travaillé pour l'autorité de sûreté, l'IRSN, non? Oui, j'étais à l'IRSN, oui. Je m'occupais de déchets radioactifs à l'époque. Enfin bon, j'étais responsable de tout. Bon, bref, peu importe. J'ai quand même travaillé à l'IRSN, bien sûr, et en liaison avec l'ASN, puisque l'IRSN, pour simplifier, c'est ce qu'on appelle l'appui technique de l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité suprême. Bon, c'est comme c'est comme un tribunal, hein. Vous avez l'autorité suprême, puis le tribunal, il s'appuie sur des experts. Les experts, c'est nous.
Voilà. Alors pour donc, l'IRSN, c'est les experts de l'ASN, voilà, l'Agence de sûreté nucléaire. Voilà, c'est non pas le bras armé, justement le bras armé, c'est l'ASN qui a tous les pouvoirs, complètement indépendant, donc ils ont tous les pouvoirs. Peut-être même des fois il y en a qui se plaignent que c'est excessif, c'est-à-dire s'ils disent un truc, on peut pas revenir dessus, on peut pas faire appel. Voilà. C'est pas possible. C'est la décision, paf. D'ailleurs, c'est pas l'agence, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Oui, ça s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire. Je reviens au diesel quand même. Donc les diesels, oui. Alors avec Fukushima, on en a repris un coup sur la figure. Ils ont voulu mettre un diesel. Ouais, on suppose maintenant, je vais vous dire, on suppose qu'un site, on peut plus personne, il y a plus personne sur le site. Il y a eu un drame terrible, il y a plus personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus personne pour aller, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Il y a ce qu'on appelle une force d'action rapide, la force d'action nucléaire, quoi, rapide, spéciale aujourd'hui, qui fait qu'on a des équipes extérieures peuvent intervenir sur un site en 24 heures. Il y a 2 équipes en France, donc de plusieurs centaines d'experts, pour amener tout ce qu'il faut. Ils sont entraînés. Voilà. C'est un peu comme les pompiers. Je dévie un peu, mais si vous voulez, il y a aussi ce diesel d'ultime secours qui coûte cher, hein. Vraiment, ça coûte cher. C'est bunkérisé, ça résiste à tout, quoi. Donc, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que pour continuer à refroidir le réacteur, quand il y a un problème, donc c'est des moteurs diesel. Tout à fait. Qui entraînent, on va dire, les qui pompes, font fonctionner le système d'eau pressurisé. Ouais, tout à fait. Et on a en France plusieurs diesels de secours, et notamment un qui est dans un bunker sécurisé. Tout à fait. À l'abri, entre guillemets. En plus, en cas d'événement, tout à fait. Imprévu. Comme disait le patron de l'IRSN, il faut imaginer l'imaginable aujourd'hui. On ne sait même pas si ça peut arriver. On dit ça peut arriver. On ne sait même pas dans quelles circonstances un tel scénario peut arriver, à part peut-être un météorite qui tomberait sur le truc. Enfin, un météorite, je regardais l'autre fois, la probabilité est faible. Bon, on n'est pas protégé contre les météorites, ça c'est vrai. Bon. Mais... Si c'est l'équivalent du météorite qui a amené à la fin des dinosaures, si vous voulez. Oui. Alors la probabilité est faible. Le risque nucléaire sera pas un vrai problème. Non. Est-ce qu'on peut tout ça est très intéressant, mais est-ce qu'on peut revenir à notre point de tout à l'heure, qui est, on va dire, se projeter dans le développement des capacités, des ressources nucléaires du pays. Il y a une autre piste qui est un peu plus lointaine, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, qui est, donc on va construire de nouveaux réacteurs, mais on travaille aussi, on a travaillé, et on recommence à travailler sur des réacteurs d'une nouvelle génération qui ont une logique un peu différente, et qui, par exemple, en termes de déchets, présente un peu moins de problèmes. Donc, c'est les réacteurs dits de 4e génération. Oui. Donc, en France, on était dit à neutrons rapides, mais vous allez nous expliquer tout ça, ou dit à surgénération, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils fabriquent plus de plutonium qu'ils en consomment, c'est-à-dire que ils ont presque une forme de fonctionnement autonome. On va dire ça comme ça. Je dis sans doute des bêtises, parce que je suis pas des bêtises. Je suis pas un expert. Expliquer autrement. Et donc, juste pour finir, la France a été en pointe dans ce domaine. On a fait tourner un réacteur de ce type qui s'appelle Phénix pendant une 20aine d'années, dans mes souvenirs. Après, on a fait tourner très peu de temps Super Phénix, parce que pour des raisons politiques, c'était Lionel Jospin à l'époque qui l'a arrêté. Et il y avait un autre programme de recherche qui s'appelait Astrid, qui cette fois-ci a été tué en 2019 par Emmanuel Macron. Pour autant, il y a de nombreux pays qui travaillent sur ces réacteurs de 4e génération. On recommence à y travailler, si j'ai bien compris. Et l'avantage de ces réacteurs, c'est qu'ils utilisent les déchets dont on parlait, qui ont été fabriqués par tous les réacteurs qui fonctionnent en France depuis plusieurs décennies, à la fois l'uranium appauvri et à la fois le plutonium, pour fonctionner. Et d'après les calculs, on a tellement de déchets qu'on pourrait faire fonctionner un parc entier de réacteurs de 4e génération pendant un siècle sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc, est-ce que l'étape suivante, quand on aura construit un certain nombre d'EPR, et pour continuer à renouveler notre parc, c'est pas de passer aux réacteurs de 4e génération, neutrons rapides? Ce que vous évoquez là est un sujet tellement d'actualité, tellement, j'allais dire, vaste. J'ai écrit à Emmanuel Macron une lettre récemment sur ce sujet-là. Elle faisait 1 page et demie. Voilà. Pour lui expliquer. Il vous a répondu? Dire. Alors, c'est son chef de cabinet qui m'a répondu. Il m'a dit, on a bien pris note, on va transmettre ça. Bon, j'y reviendrai si vous voulez. C'est pas pour dire, mais ma lettre était tellement bien tournée que l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Bernard Accoyer, qui est maintenant
président d'une association qui s'appelle Patrimoine nucléaire et climat, m'a dit votre lettre est tellement parfaite que j'ai envie de la plagier. Donc j'ai essayé d'expliquer ce que vous venez de dire, résumer, c'est pas facile pour faire ça dans une lettre simple au président de la République. Enfin, j'y suis arrivé, tout ça. Alors je vais simplifier, je vais essayer de présenter ce que j'ai présenté au président de la République. Il faut de l'uranium pour alimenter les réacteurs. C'est la matière première, donc on va le chercher un peu partout dans le monde, etc. Ça, c'est le premier point. Il faut de l'uranium. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'enrichit. Parce qu'il n'y a pas assez de matière grasse, comme je dis, c'est 0,7%, il faut augmenter à 3 ou 4% pour que ça marche. Donc, ce qu'on appelle... Pour qu'on puisse entretenir la réaction. Voilà, avec les réacteurs à eau, c'est nécessaire. C'est nécessaire, donc on l'enrichit, on augmente le pourcentage de matière grasse, on passe de 0,7 qui est la matière grasse naturelle, que vous prenez un bout d'uranium dans votre jardin, parce qu'il y en a, c'est toujours 0,7% de matière fissile, c'est-à-dire de choses qui permettent de faire de l'énergie. Le reste, c'est inutile. 99,3%, malheureusement, ne sert à rien. C'est le deuxième, l'uranium, c'est fait de deux frères et sœurs ou deux cousins, comme vous voulez, qui s'appelle l'uranium 235, qui lui, peut être fissionné, et l'autre, c'est l'uranium 238 qui ne peut pas l'être. Donc voilà. Une fois déjà, on sait, il y a deux choses dans l'uranium. Manque de peau, celui qui ne peut pas être fissionné, il fait 99,3% de la matière. Le seul utilisé, c'est 0,7%. Je sais pas si tout le monde... Donc, alors, ce que l'on fait dans nos réacteurs, on va chercher l'uranium un peu partout dans le monde, si vous voulez, on pourrait y revenir aussi sur cette affaire-là. Donc, c'est assez bien réparti dans le monde, d'ailleurs, Canada, Kazakhstan, Russie, Australie, enfin, dans beaucoup de pays, Mongolie maintenant, voilà. La France est partie chercher l'uranium. Niger. Bref, au Niger, évidemment, en Afrique, enfin, bon, c'est assez bien. Donc, on a le choix. On va le chercher. Alors ça, donc, on l'enrichit. Mais alors, si on enrichit d'un côté, on appauvrit de l'autre, c'est-à-dire que c'est comme du jus de citron. Hein. Souvent, je parle, j'ai dit ça l'autre fois à ma fille, elle m'a dit, tu m'as expliqué bien. Prenez un citron, vous voulez faire du jus de citron. Vous pressez le citron. Vous faites du jus, mais vous le pressez pas jusqu'au bout, donc il reste un peu de jus dans c'est ce qu'on appelle l'uranium. Une fois que vous avez enrichi l'uranium, il vous reste une partie qui est... Voilà, une fois que vous avez 0,7, c'est 0,1, 0,2. 0,2, il vous reste comment on appelle ça, pour la pulpe, voilà, un peu de jus, ce qu'on appelle l'uranium appauvri. Alors, comme on enrichit beaucoup, je veux dire, des stocks d'uranium appauvri qui servent à rien, mais je vais revenir, c'est l'avenir, en fait, de l'énergie nucléaire. Comment dirais oui, donc, on accumule les stocks depuis des années. On en a, bon, je ne vais pas donner trop de chiffres, ça vous dit rien, 350 000 tonnes. Mais ça, c'est pas passé dans le réacteur, hein, c'est pas un déchet. Oui, c'est le résidu de l'enrichissement. De l'enrichissement. Hein. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, donc, on stocke 350 000 tonnes d'uranium. On en accumule, puis chaque année, on accumule 4 à 5 000 tonnes, hein, voilà. Chaque année. Puisqu'on enrichit, enfin, je pas, là aussi, voilà, c'est 4 à 5 000 tonnes. Donc, c'était 330 000 il y a 3-4 ans, donc 335 000, 340 000, chaque année, boum, boum, attends. On appelle ça un déchet parce qu'effectivement, normalement, on ne doit pas pouvoir le réutiliser. Mais, il y a un système qui permet de le faire, c'est celui que vous évoquez, Génération 4, Phénix, Superphénix, dans lesquels on va se servir de cet uranium pour fabriquer de l'essence, c'est-à-dire du plutonium, pour les voitures. Hein. Vous avez besoin d'essence dans votre voiture. Donc le plutonium, c'est comme l'uranium 235, c'est aussi fissile. Voilà, pardon, j'ai oublié de le dire, effectivement. Donc c'est de l'essence artificielle, si vous voulez. L'essence naturelle, c'est l'uranium. Ça veut dire qu'un réacteur à fission peut fonctionner avec de l'uranium 235 ou du plutonium. Vous avez tout à fait raison, ou du plutonium. Le plutonium, il n'existe pas dans la nature, il faut le fabriquer. On le fabrique comment? À partir de cet uranium 238 qui sert à rien. Donc on le bombarde avec des neutrons, ça fait du plutonium. Et donc, souvent pour faire comprendre, donc je parle ça comme une voiture, si vous voulez. Une voiture, ça consomme de l'essence, la vôtre et la mienne. Hein. Bon, mais on sait faire des voitures. On sait faire des voitures, ça s'appelle les réacteurs en neutrons rapides, je vais vous expliquer pourquoi, qui font plus d'essence. C'est-à-dire, vous arrivez, vous partez avec 10 litres. Votre voiture consomme 10 litres au 100. Vous faites 100 km, en arrivant, vous avez 12 litres dans votre réservoir. Vous fabriquez 2 litres. Et ça, c'est pas des rêves de savants fous. On sait le faire. Non seulement on sait le faire, mais ça s'est fait dans le passé beaucoup, y compris en France, où on était les plus avancés. Ça s'appelle les réacteurs du futur. Et ça, si le nucléaire doit continuer, ça peut continuer qu'avec ça, parce que les ressources en uranium sont limitées. Alors, on va faire une parenthèse avant de revenir sur les neutrons rapides. La COP28 qui vient de se dérouler, il y a eu des engagements
de 22 pays dans mes souvenirs, de multiplier par 3 la production d'électricité nucléaire et donc les capacités nucléaires d'ici 2050-2060. Est-ce qu'il y aura assez d'uranium pour, on va dire, faire fonctionner 3 fois plus de réacteurs? Je crois que la réponse soit non. Oui. C'est clair. Bon. Alors là aussi, donc je ne veux pas bombarder de chiffres, mais enfin, en gros, je vais arrondir les choses. Les ressources identifiées, sûres, probables ou même hypothétiques aujourd'hui, recensées, puisque chaque année c'est recensé par l'agence internationale, enfin bon, tout ça a fait l'objet de publications régulières. Tous les géologues et tous les gars spécialistes de ça dans le monde se réunissent à l'agence internationale de l'énergie atomique et publient ce qu'on appelle un Red Book, c'est-à-dire un livre rouge, voilà, où qui recense toutes les ressources possibles, imaginables d'uranium dans le monde. Ce soit, alors ça dépend du prix qu'on veut mettre, si on va chercher au fond, bon, tout ça. Voilà. Mais si on va chercher vraiment gratter les fonds de tiroir et qu'en plus on imagine on en arrive à trouver, de point de vue géologique, je sais pas comment ils font, je suis pas géologue, mais à soupçonner des réserves qui sont pas encore découvertes, ce qu'on appelle des inferred resources en anglais, c'est-à-dire des ressources inférées, on n'est pas sûr. Mais si on inclut tout ça, quel que soit le prix, on arrive, allez, je vais vous le faire simple, à 10-15 millions de tonnes. Aujourd'hui, alors après c'est une division, hein. Vous divisez, allez, je prends 10 millions de tonnes. Monde d'uranium récupérable. Et encore une fois, pas sûr que ce soit récupérable. Enfin, on va dire, eh bien, on fait la division. Aujourd'hui, on est à 60 000 tonnes par an. Faites la division 10 millions par 60 000. Vous en avez à peu près pour 120 ans. Mais si vous triplez... Vous en avez pour 40 ans. Bah oui, parce que c'est proportionnel. Hein. Donc, ça veut dire qu'on construirait on aurait 3 fois plus de réacteurs en service dans 20 ans ou 30 ans, mais on ne pourrait pas les faire fonctionner. Donc, pour en revenir à ce que vous expliquez sur les neutrons rapides, et maintenant vous allez expliquer ce que c'est, en fait, si on veut poursuivre dans la fission nucléaire, on est obligé de passer par les réacteurs de 4e génération. En tout cas, si on veut poursuivre le développement de l'énergie nucléaire tel qu'on le prévoit ou tel qu'on l'imagine, il n'y a pas le choix. Eh bien, écoutez, vous venez de donner la réponse. Il y a absolument... Alors, quand on dit après, il y a l'échéance, etc. Moi, si je suis... Compte tenu des conditions actuelles, de ce qu'on connaît, si on ne fait pas je n'investis pas dans un réacteur nucléaire parce que je ne suis pas sûr d'avoir assez d'uranium pour le faire fonctionner pendant 70 ans. Alors, pouvez-vous expliquer la différence entre un réacteur à neutrons rapides et à neutrons lents, puisque ils sont les réacteurs qu'on a aujourd'hui? Oui. Physiquement, ça peut s'expliquer pas trop difficilement, mais c'est difficile de l'expliquer comme ça en quelques secondes dans une interview. Ceci étant, la différence, pour faire ce processus de surgénération, c'est-à-dire pour faire des voitures qui font plus d'essence qu'ils n'en consomment, pour des raisons, alors la physique, c'est pas très compliqué, mais enfin, j'ai pas le temps de le faire, il faut des neutrons rapides. Vous pouvez pas faire ça avec des neutrons lents. Tous les réacteurs aujourd'hui sont des neutrons lents, c'est-à-dire des réacteurs dans lesquels les neutrons sont ralentis. Il faut pas les ralentir. Pour maîtriser la réaction. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qu'il faut, on ne peut faire que ça qu'avec du plutonium. Il faut 2 choses, des réacteurs à neutrons rapides et du plutonium. Si vous avez ni rapide ni plutonium, adieu la surgénération. C'est-à-dire, si vous faites des réacteurs à neutrons, on peut faire des réacteurs à neutrons rapides avec de l'uranium très enrichi. Mais ils sont jamais surgénérateurs. Il faut du plutonium. Ça, je crois que s'il y a bien une chose à retenir de cette interview, c'est ça. Il faut des neutrons rapides et du plutonium. N'en déplaise aux gens qui disent que le plutonium, c'est le diable. Il faut du plutonium, sinon ça marche pas. Voilà, ce processus de surgénération. Parce que le plutonium a des propriétés nucléaires, vous imaginez que je les connais un peu, qui sont telles que ça fait, si vous voulez, ça fait plus d'enfants de neutrons que d'autres, quoi, que l'uranium 235. Parce que l'idée, c'est de faire... C'est-à-dire que peut-être qu'on peut présenter ça comme ça. Vous me dites si c'est pas juste. Non, allez-y. C'est-à-dire que le plutonium, la fission du plutonium fait que des neutrons sont bombardés sur l'uranium appauvri et transforment un petit peu de cet uranium appauvri en plutonium. Oui, tout à fait. Mais il faut qu'il y ait assez de neutrons. Alors, bon, si vous me laissez 2 minutes, je vais essayer de le présenter de façon simple pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Pour faire une réaction en chaîne, j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait la réaction en chaîne, ça émet des neutrons, ça fait 2 produits, ça fait de l'énergie, la première chose, c'est pour ça qu'on fait du nucléaire. La deuxième chose, c'est que ça fait de nouveaux neutrons. La troisième chose, des produits de fission. Les neutrons, en fait, ça en fait à peu près 2 à 2,5 par fission. Ça fait 2,5 enfants par fission. Bon.
l'idée, c'est qu'il y en ait au moins un qui fasse une fission suivante pour qu'il y ait la réaction en chaîne. Donc, voilà. Donc, alors, on est à l'aise de 5. Donc, faut pas en perdre. Plus de 1,5. Voilà, c'est ça. Plus d'un 5. Alors, bon, en fait, c'est beaucoup moins que ça parce que il y a des neutrons qui sont perdus dans les structures. Donc, en fait, il faut que ce soit le facteur faut que ce soit assez nettement supérieur à 2. Hein, d'accord? Or, dans les réacteurs à neutrons thermiques, hein, malheureusement, pour des tas de raisons, il y en a trop qui sont capturés dans les structures. On en perd de trop, quoi, si vous voulez. Donc, il faut déjà des neutrons rapides où on perd moins de neutrons. Parce qu'il y a moins de neutrons qui sont capturés. Ça, c'est bien sûr. Puis deuxièmement, le plutonium lui-même a un facteur, il émet beaucoup plus de neutrons par fission que l'uranium. Et c'est ces deux facteurs combinés qui font que c'est possible. Parce que dans ce que je viens de dire, pour faire la génération, il faut en réserver un neutron pour justement en transformer, pour fabriquer de l'essence. Pour taper sur l'uranium. Il faut entretenir la réaction et en avoir un peu plus. Un peu plus. Maintenant, pour sortir de la théorie, est-ce que c'est une technologie qu'on est capable de développer et de maîtriser en quelques dizaines d'années, et est-ce que on peut imaginer avoir les moyens de la développer? C'est pas à vous que je vais dire que la conception, la construction et le test de réacteurs, ça prend des décennies. Qu'on l'avait fait à une époque, qu'on l'a arrêté, et que relancer et recommencer une filière, retrouver des experts, retrouver des compétences, ça se décrète pas. Quelque chose qui va aussi peut-être vous surprendre. Le premier réacteur nucléaire à produire l'électricité, c'était déjà un réacteur génération 4. Ça s'appelait l'EBR, Experimental Breeder Reactor, en 1951. Bon. Ensuite, tous les grands pays, j'en ai dénombré, enfin tous les grands pays, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Inde, la Chine, tout ça, ont tous construit et exploité des réacteurs de 4e génération. La France, évidemment, était très avancée, mais les Américains en ont fait, je ne vais pas vous tous... Dans le livre que j'ai écrit, je recense exactement 14. Il y a eu 14 réacteurs de voitures qui font plus d'essence qu'ils n'en consomment. Donc, on le sait, on l'a démontré en France, c'est pas, encore une fois, des rêves de savants fous. Il y a eu le réacteur Phénix dans lequel on a montré physiquement, expérimentalement, il était possible de faire ces voitures-là. Donc, la technologie existait, on sait faire. Bon. Peut-être que, alors, s'il fallait, je crois qu'il faudra le refaire demain, on peut peut-être le faire différemment, mais la technologie existe. C'est pas un principe, c'est pas comme la fusion, si vous voulez. La fusion, on sait que, bon, on sait pas encore la faire, quoi. Tandis que là, on sait faire. Donc juste pour expliquer, il y a deux sortes d'énergie nucléaire. Il y a la fission, on casse les atomes, et la fusion, on fusionne des atomes, qui est la différence entre la bombe A et la bombe H. Et la fusion, c'est ce qui fait, on va dire, fonctionner les étoiles. Oui, ça produit encore plus d'énergie, mais c'est une réaction beaucoup plus difficile à contrôler. Ben, c'est une réaction, je vais vous expliquer aussi pourquoi. C'est assez simple, en fait. Pour faire la fusion, faut fusionner deux atomes. Et c'est comme l'électricité, si deux atomes comme ils sont chargés positivement, eh ben, ils se repoussent. Donc, pour les fusionner, il faut vraiment une énergie. Et la seule façon de faire bouger les atomes pour qu'ils se fusionnent entre eux, c'est d'augmenter la température. Comme ça agite les machins. Et la température, il se trouve que c'est des 100 ou 200 millions de degrés. Donc, ça veut dire que le problème, c'est qu'il faut mettre ça dans une enceinte et la contrôler. Non, mais, donc, les atomes vont se mettre à bouger, et tellement bouger qu'il y en a certains qui vont fusionner. C'est ça, en fait. Hein. C'est ce qui se passe dans une bombe H, d'ailleurs, mais aussi ce qu'on cherche à faire dans ITER. Je sais pas si les auditeurs se rendent compte, des centaines de millions de degrés. Dans le Soleil, par exemple, ça se fait à un peu plus basse température. Mais enfin, voilà. Parce que c'est déjà, bon. Bref. Donc, faut trouver un moyen de chauffer des enceintes, évidemment, comme aucun matériau ne peut résister à telle température, faut que ce soit un confinement en lévitation. Hein. Donc, bon, tout ça, c'est des technologies, le principe, c'est ça. Tout ça, c'est des technologies compliquées que l'on sait, enfin, on sait faire de façon très courte, dans un temps très court, soit voilà. Mais alors, ce que vous vouliez dire, c'est que les réacteurs dits donc de 4e génération, sur génération de neutrons rapides, oui, c'est une technologie qu'on maîtrise, qu'on a maîtrisée, et donc qu'on peut maîtriser et éventuellement passer à un stade industriel beaucoup plus rapidement et dans des conditions bien plus satisfaisantes que la fusion, qui est une perspective, si elle existe un jour, beaucoup plus lointaine. Oui, alors beaucoup plus rapidement, il faut le faire rapidement. Faut le faire vite, parce que sinon, je conclus souvent les articles que je rédige là-dessus en disant sinon, on va reprendre la célèbre
phrase de MacArthur qui disait « Les batailles perdues s'expliquent en 2 mots. Too late. Trop tard. » Et ben là, c'est exactement ça. Si on se démarre trop tard, faut du plutonium. Enfin, faut amorcer la machine qui fait qu'on n'aura plus assez de plutonium. Enfin, bref, le rythme de croissance sera bloqué parce qu'on n'aura pas assez, si vous voulez, le processus. Enfin, bon, je sais. Donc, c'est pour ça que c'est un crime, j'exagère, mais enfin, une erreur fatale d'avoir abandonné notre projet Astrid en France, parce que le projet Astrid, on savait ça. C'est pour ça qu'on commençait. Le projet Astrid, c'était un prototype de voiture, si vous voulez. Un prototype, on sait faire, enfin, avec un prototype amélioré de voiture, de voiture sur générateur, voilà. Donc, prototype. Donc, on avait lancé ça, c'est Chirac qui avait lancé ça en 2006 exactement. Lors de ses vœux, il a dit, on va construire un réacteur à neutrons rapide, on va faire un prototype. Donc, ça s'est fait, on a financé plus de 800 millions, d'ailleurs presque 1 milliard pour l'étude de CEA pendant 10 ans. Donc, on a mis au point. On a développé les concepts et on dit maintenant on va construire. Et puis au moment de construire, qui était 2019, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas les moyens de le faire, donc on a arrêté. Voilà. Ça a été une décision prise au mois d'août. Oui. Et par le président pour faire plaisir à Nicolas Hulot. Fin août. Voilà, c'est ça. Et à la limite de l'anticonstitutionnel, parce que si j'ai bien compris, alors je dis peut-être une bêtise aussi. Non, allez-y. Parce que c'est un budget donc qui avait été voté par le Parlement. Absolument. Le président ne peut pas remettre en cause un développement voté par le Parlement. Or, ce qu'on a fait, c'est tout simplement on a décalé dans le temps le projet, ce qui fait qu'on l'a arrêté sans le dire. C'est un peu ça, on l'a arrêté sans le dire. Mais je reviens justement, juste 30 secondes sur l'arrêt de Fessenheim. C'est pas une question de constitutionnalité. C'est que vous n'avez pas le droit de forcer quelqu'un, EDF, à arrêter son réacteur. Donc, il a fallu payer EDF. Alors, on a donné de l'argent, 370 millions exactement, pour le dédommager de l'arrêt de du programme. Bon, voilà. Alors, c'est pas tout à fait du droit ni de la Et un programme qu'on relance maintenant ? Le programme de recherche sur le quatrième génération. Alors, au programme. Non, il a été bloqué d'un seul coup au moment de l'arrêt, au moment où passait à. Mais comment on a changé d'état d'esprit aujourd'hui sur le nucléaire ? Alors, moi, c'est pour ça que j'ai écrit à Macron. C'est exactement l'objectif de ma lettre, c'est de dire, attendez, enfin, évidemment, en termes élégants, n'est-ce pas, et respectueux, leur dire, faut faire vite, quoi, faut redémarrer, faut redémarrer la construction sinon ce sera trop tard. Parce que le temps, avec l'inertie de développement, de R&D, etc., de construire les réacteurs, ça se fait. L'unité de temps dans le nucléaire, c'est à dizaines d'années, quoi. Eh ben, si on n'a plus d'uranium, voilà, c'est. Encore une fois, j'ai dit quelque chose très rapidement tout à l'heure. Vous êtes un investisseur, vous avez 10 milliards à mettre. Vous allez construire, enfin, votre argent dans une voiture dont on n'est pas sûr d'alimenter en essence pendant sa durée de vie? Non. Vous faites autre chose. Eh ben, c'est pareil. Les EPR, alors on en construit quand même les EPR, mais je reviens à votre hypothèse de tout à l'heure, le triplement. On peut pas s'en sortir à l'échelle de 2050. Voilà. Moi, je construis pas. Encore une fois, je suis quel que soit un investisseur. Je vais pas construire des réacteurs en 2045 ou 2050, sachant puisqu'ils vont durer 60 à 80 ans, sachant qu'en 2100, j'aurai plus d'uranium, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vite. Voilà. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est fondamental. C'est fondamental ce que je dis. C'est fondamental. Alors après, il y a encore une autre technologie qui est très à la mode, alors plus à la mode d'ailleurs, on en parle plus que les réacteurs de quatrième génération, qui sont les SMR. Donc les petits réacteurs modulables, alors qui fonctionnent avec l'uranium, mais il y en a certains, on parle même de thorium, enfin on parle d'autres. J'ai fait ma thèse dessus. Alors on parle même éventuellement d'autres technologies, mais l'idée, c'est plutôt que d'avoir des gros réacteurs qui demandent des investissements importants, qu'on ne peut pas vraiment fabriquer en série, etc., d'avoir des petits réacteurs dédiés à des usages particuliers, donc à des usages industriels par exemple, à alimenter des petites villes, voire à fabriquer de l'hydrogène, etc. Et donc l'intérêt de ces petits réacteurs, c'est qu'ils seraient modulables, c'est-à-dire que les composants des réacteurs sont fabriqués dans des usines et ils sont assemblés. Donc c'est quelque chose à la mode. Les Américains travaillent beaucoup dessus, les Français s'y sont mis avec réticence, mais s'y sont mis. Les Britanniques travaillent sur ça.
les Russes en ont fait aussi. Tout le monde. Voilà, tout le monde en a fait, notamment parce qu'on peut reprendre les modèles des réacteurs qui fonctionnent dans les sous-marins ou les porte-avions nucléaires, par exemple. Est-ce que vous croyez au succès, au développement des SMR? Je donne une conférence cet après-midi sur ce sujet, les SMR. Donc voilà, non seulement ça, je la connaissais avant, mais j'ai préparé cette conférence, donc vous avez une réponse vous avez en fait fait le tour de la question. Les SMR, si vous voulez, c'est donc des petits réacteurs, disons moins de 300 mégawatts. On va dire, allez, ça donne, pas une idée, mais enfin, allez, 10 fois moins puissant que les gros. Voilà. Les plus gros, c'est le PR 1700. Là, ici, c'est quelques centaines de gigawatts. Et puis, en plus, on peut les fabriquer plus rapidement, ça coûte moins cher. Et paraît-il qu'on peut assurer plus facilement leur sécurité. Normalement, c'est comme les yaourts, quoi. Si on les fait, des petits yaourts, des petits pots de yaourt, le pot de yaourt revient plus cher si vous le faites en petite, voilà. Tout est comme ça. Mais par contre, donc, il y a une pénalité économique à faire petit. Sauf que vous pouvez le faire en série. Alors, voilà. Pour compenser cette pénalité économique, c'est de faire en série, et donc voilà, de bénéficier. Parce que pourquoi on fait de plus en plus gros? On a fait de plus en plus gros les réacteurs, c'est pour une raison simple. Hein. C'est parce que plus vous faites gros, plus c'est économique. Hein. Voilà, si vous faites un bus pour transporter 40 personnes. En théorie, parce que la réalité, c'est que les EPR ont coûté plus cher que tous les autres, alors qu'ils sont mais plus ça, gros. c'est une autre affaire. Une autre affaire. C'est pas. On a augmenté la puissance du parc de 900, comme on l'a dit tout à l'heure, 1350, pour économiser. L'affaire de PR, c'est autre chose. Hein. Effectivement, c'est d'autres complications qui font que, on pourra revenir si vous voulez là-dessus, mais c'est pas, voilà. Plus vous faites, gros, qu'est-ce que vous voulez, plus c'est économique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'échelle. Et donc, pour en revenir au SMR. Alors, pour en revenir au SMR, donc on dit, si on fait plus petit, ça va coûter plus cher. On va essayer de compenser ça par tout un tas de mesures, la standardisation, la fabrication en usine, enfin, voilà. Le fait de répéter ça fait que ça va coûter moins cher, quoi. Si vous faites des petits pains, si vous en faites qu'un seul, ça coûte cher. Si vous en faites 100, ça coûte moins cher. Voilà. On diminue. Donc, si vous voulez, il y a un espèce d'optimum économique qui fait que ça devient. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour les petits réacteurs, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ça vont trouver des niches que ne peuvent pas, notamment les petits réseaux, par exemple. C'est pas un pays. Si Luxembourg veut s'équiper un jour de réacteur, il va pas acheter un EPR, il n'a pas besoin. Il a besoin d'un petit réacteur. Pour aller dans des zones isolées, ça se fait. Hein. Si vous voulez alimenter en électricité la Corse, par exemple, isolées, pour faire, comme vous l'avez dit, des applications ce qu'on appelle non électrogènes, c'est-à-dire les réacteurs aujourd'hui produisent de l'électricité, mais on peut très bien produire que de la chaleur, soit pour voir le chauffage urbain, enfin de l'électricité pour faire de l'hydrogène. Voilà, il faut je suis un sidérurgiste aujourd'hui, ou je sais pas quoi, un gars qui fabrique de l'aluminium, j'ai besoin de beaucoup d'électricité, je me fais un petit réacteur à côté. Voilà. Il y a des tas alors il y a toute une liste comme ça d'applications, ou le transport, ou même pourquoi pas les bateaux, quoi. Pour les gros bateaux, un réacteur nucléaire, c'est pas idiot, quoi. Hein. Alors, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on fait les sous-marins ou même les porte-avions. Hein. Voilà. Alors ça se fait pas dans la marine, c'est dommage. Vous savez pourquoi? C'est parce que s'il y avait un réacteur nucléaire, il y aurait pas d'autorisation de rentrer dans tous les ports, quoi. Mais on dit le transport, par exemple, des gros conteneurs, ça bouffe, ça fait beaucoup de CO2. Ben il y a qu'à mettre un moteur nucléaire là-dessus. Techniquement, il y a aucun problème. Ça s'est fait à des centaines d'exemplaires. On pourrait le faire. Bon, je ferme la parenthèse. Mais il y a tout alors donc je résume. Les SMR, c'est des niches de marché qu'on vient d'expliquer, chaleur industrielle, chaleur domestique, zone isolée, etc. Et donc, il y a un marché qui peut s'ouvrir et au départ, évidemment, ça coûte un peu plus cher, mais après, ça va être de la série. Donc, il y a tout un tas de projets. Alors là, c'est un bon point, j'allais dire, pour le gouvernement, qui sont français. Hein. Alors, en français, il y en a actuellement exactement 8 ou 9, bon, ça dépend comment on compte. Il y a un projet phare qui s'appelle le projet New World, qui lui est vraiment, c'est du sérieux, ça. C'est du sérieux. Il y a une boîte qui a été, c'est tous les acteurs nucléaires français. Voilà. On a obtenu pratiquement le feu vert des autorités de sûreté. Il y a des discussions avec beaucoup de pays. Enfin bon, c'est du sérieux. Moi, à mon avis, il y a des chances quand même. Il faut espérer que ça va déboucher rapidement. Ça, c'est le projet phare des petits réacteurs. Et puis derrière ça, il y a ce qu'on appelle des start-up.
des startups qui reprennent des idées anciennes, mais avec les nouveaux moyens, aussi bien de nouveaux moyens, quoi, si vous voulez, et puis les nouveaux marchés. Et donc, il y a des réacteurs de tous les types. Il y a des réacteurs haute température, il y a des réacteurs à sel fondu, il y a des réacteurs un peu... Sel fondu, c'est-à-dire que le refroidissement se fait pas par eau. Oui, par un sel, ça voilà. veut dire, c'est un sel fondu, quoi, hein, chlorure, fluorure, enfin bon, il y en a des tas, c'est un fluide, liquide, qui est un sel fluide et qui en transporte la chaleur, hein. Bon. Mais en plus, le sel fondu, si vous voulez, on confond. Alors, il y a un aspect, sel fondu, ça peut être uniquement un caloporteur, c'est-à-dire qui relève la chaleur comme l'eau, hein, ou ça peut être un réacteur dont le combustible est du sel fondu. C'est-à-dire ça fait le combustible en même temps et le refroidissement. C'est ça qu'on appelle les réacteurs à sel fondu. C'est une idée absolument géniale qui a été développée dans les années 60 aux États-Unis. Moi, j'aimais bien. On a travaillé depuis longtemps là-dessus. Mais bon, ça a tous les avantages, je veux dire, que du bonheur, disons. Mais le problème, c'est que c'est tellement du bonheur que les obstacles techniques pour développer ça sont très majeurs. Il faut, à mon avis, bon, bref. Donc, là-dessus, il y a les sels fondus, les réacteurs haute température, sur lesquels je pourrais parler aussi. J'ai même vu tout un tas du graphite gaz qui était oui, le mais c'est avec ancien. un combustible. Moi, j'aime bien les réacteurs à haute température. Je veux dire, c'est pas une question sentimentale. C'est vraiment des réacteurs très sûrs qui permettent d'atteindre, par définition, de très hautes températures qui sont incapables d'autres réacteurs d'atteindre, y compris les réacteurs à neutrons rapides. Ça peut atteindre 500 degrés. Ce qu'on cherche, c'est à faire des hautes températures pour augmenter le rendement et puis pour atteindre des niches de la sidérurgie avec des hautes températures. Eh ben, il n'y a qu'un seul type de réacteur qui permet de faire ça, c'est les réacteurs à haute température. Pour des raisons techniques, évidemment, je ne peux pas expliquer, mais enfin, donc le combustible est tout à fait original. Au lieu d'être des tubes, des machins, des sphères, c'est des microparticules enrobées de carbure de silicium qui permet d'atteindre des hautes températures. C'est l'hélium, et donc on peut atteindre 800, 900, 1000 degrés. Bon, alors j'ai fait mon petite pub pour les réacteurs haute température sur lesquels j'ai travaillé très longtemps, et je suis pas le seul. Il y en a eu qui ont été construits aussi dans le passé. Il y en a eu 2 en Allemagne, et 2 en France, et 2 aux États-Unis, pardon. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est une technologie qui existe. Je reviens, donc il y a des petits réacteurs qui sont proposés aujourd'hui, des petits machins, vraiment. On installe ça, non pas à côté de chez vous, c'est ultra sûr, hein. Il y en a même, ils proposent de les enterrer, donc il n'y a aucun souci, hein. Et puis vous faites avec ça de la chaleur pour chauffer vos maisons ou chauffer, voilà. Ça, c'est un créneau. Le deuxième créneau, donc, c'est les réacteurs à sel fondu. Les réacteurs aussi à neutrons rapides. Mais là, il y a tromperie sur la marchandise. Parce que vous faites des petits réacteurs, c'est parfait pour la surgénération, pour faire de la surgénération. Vous pouvez je veux dire, vous n'allez pas multiplier vous n'allez pas faire des millions de SMR pour faire alimenter toute la planète, quoi, si vous voulez. C'est 2 choses différentes, oui, c'est 2 choses différentes. Mais il y en a un, pour faire bien, il y en a un qui est pourtant un brave type, mais l'homme le plus riche du monde et qui s'appelle Bill Gates, qui finance ça. Alors, donc on affiche Bill Gates autour, donc c'est formidable. Il propose un réacteur à neutrons rapides, petit SMR, et le nom natrium, hein, ça s'appelle natrium. C'est financé par Bill Gates, donc pour faire la chaleur. Mais il dit c'est neutron rapide. Ah, c'est génial, ça fait à la fois. Ah ben non. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que les Américains, depuis Carter, dont on parlait tout à l'heure, ont décidé de bannir le plutonium. Pas de plutonium. Vous pouvez faire des bombes excusez-moi. Donc, ils ne peuvent pas alimenter un réacteur de 4e génération parce qu'il faut du plutonium. C'est tromperie. Ben, bien sûr. Voilà. Donc, alors ça, donc en fait, dis partout. Ou alors, il faudrait qu'ils nous achètent du plutonium pour pouvoir faire fonctionner leur réacteur. Oui, mais nous, on va avoir besoin du plutonium. Alors, il y a qu'un seul pays qui a beaucoup de plutonium. C'est le seul dans le monde sur les 300 tonnes de plutonium. C'est pareil, hein, vous avez sur étagère, comme on dit. C'est l'Angleterre. Parce qu'ils n'ont jamais retraité, ils n'ont jamais, comme nous, recyclé le plutonium. Donc, il s'est accumulé sur les étagères. Si vous voulez acheter du plutonium, il faut aller en Angleterre. Ça se vend, je ne sais pas combien, parce que pour l'instant, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de marché. On peut aller en chercher là-bas. Il y en a 105, 140 tonnes. Chez nous, on en a aussi, un peu sur étagère. Voilà. Donc, on peut acheter. Enfin, bon, c'est pour démarrer. Si on regroupe tout ce que vous venez de dire sur les réacteurs de 4e génération, sur les SMR, sur la foison de technologies qu'on peut utiliser dans les SMR, ça veut dire que la renaissance du nucléaire, c'est aussi une réalité en termes d'innovation. Absolument. Ça veut dire que la renaissance du nucléaire, pour qu'elle devienne, on va dire, réalité et qu'elle pèse plus
sur la transition énergétique dans les prochaines décennies, elle ne peut s'accompagner que d'innovation. C'est ce que vous expliquez. Et il y a des raisons finalement d'être relativement optimiste, parce qu'il y a une foison je crois que je suis un optimiste de nature, mais là je suis encore plus. C'est sûr que demain, on va pas s'arrêter, quoi. Ça va plutôt dans l'autre sens, aussi bien pour les gros réacteurs, ce que vous disiez tout à l'heure. Même je crois que la COP 28 dont on parle, le communiqué, va parler du nucléaire, va dire que c'est nécessaire de faire du nucléaire. Tout le monde est en train de. C'est vraiment une période formidable pour nous, pour tout le monde. Pour le bien de l'humanité. Mais pour vous qui êtes un passionné de nucléaire depuis des décennies... je suis content, oui. Dommage, ça arrive un peu tard. Enfin, j'ai toujours... C'est pas grave. Non, ça c'est certain. Ou alors, je sais pas quel événement pourrait, même un accident pourrait pas, comment dirais-je, clôturer ce nucléaire. Donc, c'est sûr que ça va reprendre. Et puis, les SMR sont un nouveau créneau, une nouvelle, pour pouvoir aussi reprendre. Et ça, il y a quand même des chances. Alors, tant qu'il n'y en a pas de réalisé concrètement, c'est difficile de dire que ça va déboucher demain, si vous voulez. Mais alors, encore une fois, techniquement, je le dis aussi souvent, il y a eu des SMR, il y en a eu des centaines, ne serait-ce qu'on dit dans les sous-marins, sur les porte-avions. On sait faire des petits réacteurs. Hein. Quand on sait faire gros, on sait faire petit. Et d'ailleurs, le projet Newark que je parlais tout à l'heure, français, qui est la tête de gondole, je dirais, de l'offre française, est un réacteur de sous-marin qui a été adapté pour le. Donc, techniquement, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des nouvelles, des techniques numériques, des nouveaux moyens de calcul, des nouveaux moyens d'essai qui font que c'est ça l'innovation. Il n'y a pas d'innovation sur le principe de fonctionnement qui est toujours le même, c'est toujours la fission, c'est toujours un combustible avec un refroidisseur, etc. Par contre, avec les moyens modernes, évidemment, on change complètement les choses, quoi. C'est comme, là aussi, je comprends souvent les voitures parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une voiture, si vous voulez. Avec les technologies, on fait, voilà, c'est pas la 2 chevaux, quoi, qu'on fait maintenant. La 2 chevaux, ça n'avait même pas de rétroviseur. Alors, peut-être pour terminer, donc, on a eu une vision d'ensemble des choses. Il y a tout de même un problème de calendrier. C'est-à-dire que c'est ce que vous indiquiez, l'échelle de temps pour le nucléaire, c'est 10 ans. 10 ans pour développer un prototype, 10 ans pour construire un réacteur. Ça veut dire que tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, déjà les EPR dont on parlait au début, EPR2, on ne peut pas imaginer d'en avoir un nouveau en France qui fonctionne avant une dizaine d'années. Tout à fait, ça c'est sûr, c'est impossible. Et alors si on est dans les SMR, et a fortiori dans les réacteurs de 4e génération, on est parti aussi pour plusieurs décennies pour la 4e génération et peut-être 1 à 2 décennies pour les SMR. Non, alors ça veut dire que je vous en prie. La renaissance du nucléaire, c'est quelque chose qu'on imagine. Il va falloir quand même attendre pour que ça se manifeste dans la réalité de l'approvisionnement énergétique et de la transition énergétique. Oui, alors donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on persévère. C'est ça. Mais la différence quand même entre les gros, est-ce qu'on est capable de persévérer ? C'est 10 ans. C'est-à-dire, on va décider. Je crois que ça va commencer. Le site est en train de préparer concrètement les 2 EPR au site de Panly, je crois. On est en train de préparer. Si ça va se construire, bon, on sait que c'est pas possible de faire en moins de 7 ou 8 ans en 10 ans. Donc, il va produire l'électricité en 2033 ou 2034. Hein. Voilà. Bon. Donc, alors après, les suivants, etc. Donc, c'est ce que vous disiez. Ça, l'unité de compte, c'est à dizaine d'années. Pour les réacteurs à neutrons rapides, les surgénérateurs, c'est pareil. Il faut faire un prototype. Il faut les développer. Il faut avoir donc là, c'est plutôt 20 ans. Il faut avoir assez de plutonium. Alors, nous, on en a, mais bon, d'accord. Parce que si vous voulez, c'est surtout aliment. L'uranium, on a dit l'uranium appauvri, et là, on en a ce qu'il faut pour fabriquer le plutonium. 330 000 tonnes, on a largement. On a tout en France. C'est ce que j'ai dit presque à Macron dans ma courte lettre, j'arrive à lui dire tout ça. On a les compétences, on a l'expérience, on a la matière première, l'uranium appauvri, on a tout, quoi. Donc, allons-y, quoi. Allons-y. C'est ce que j'ai dit, je crois que je termine par ma fin. Ce qu'il faut, il manque un ingrédient, c'est la volonté politique. Voilà. On en arrive à la question de la persévérance. Donc, EPR, c'est 10 ans pour un réacteur, il en faut 6 ou 14. On a une petite idée de l'accélération qu'on doit connaître. SMR, vous avez l'air de dire que ça ira un peu plus vite que la 4e génération. Oui, parce que 4e génération, c'est 20 ou 30 ans. Ça veut dire que, en fait, tout va dépendre de la volonté politique dans les prochaines décennies et de la capacité aussi à attirer des jeunes gens brillants
et à former des équipes et à former des ingénieurs. Très, très bien le problème. Mais la seule chose, quand même, faut pas que les gens aient en tête que pour les SMR, il faut des dizaines d'années. Les SMR, ça peut se construire demain. C'est plus pratique, quoi, de faire un petit machin. Encore une fois, on l'a fait à des centaines pour les sous-marins. Donc, c'est un peu donc, faut qualifier quand même. Bon, les composants sont un peu différents, évidemment. Générateurs de vapeur, etc. Ça veut dire, ce que vous voyez, c'est, on va faire les EPR, on va avoir des SMR de différents types qui vont se multiplier et 15 ans ou 20 ans après, on commencera à avoir des quatrièmes générations. Ce serait l'idéal. C'est comme ça que vous voyez. Ce serait l'idéal. Mais encore une fois, faut s'y mettre maintenant, quoi. Justement, on va pas répéter ce qu'on avait dit, surtout pour les réacteurs à neutrons rapides qui sont, le nucléaire n'est pas ce qu'on appelle le nucléaire durable. Durable. C'est-à-dire qui dure des siècles et des siècles. N'est impossible. Alors là, sans les réacteurs à neutrons rapides. Point barre. Et alors, non seulement c'est impossible, vous multipliez, je n'ai pas dit ça, mais si vous voulez, quand vous faites le calcul, c'est simple, vous multipliez par 100 le potentiel énergétique de l'uranium que vous extrayez de la Terre, multiplié par 100. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est pas pour un siècle que vous en avez, c'est pour des milliers d'années. Le calcul, encore une fois, c'est pas des rêves de savants fous, c'est très simple à faire. Le calcul, il est très simple à faire. 1 tonne de plutonium, alors je vais vous donner un chiffre, je crois que je vais arrêter là, mais je crois que c'est pour... Quand vous faites de l'électricité dans un réacteur, vous faites 1 tonne de fission par an, de fission. Voilà. En France, on fait 50 tonnes de fission pour produire, voilà, on fait 50 tonnes de fission d'atomes d'uranium, on fait 50 tonnes de produits de fission, donc de déchets, voilà. Si vous transférez 350 000 tonnes d'uranium en plutonium, avec le plutonium, vous faites des fissions, vous multipliez par 350 000, quoi. Non, mais c'est une bonne conclusion. Le nucléaire durable, qui permet de produire de l'électricité en grande quantité, abondante, relativement bon marché et décarbonée, c'est-à-dire c'est la logique de la transition énergétique, n'existe que si on passe à la prochaine génération de Absolument, vous venez parfaitement de résumer la chose. Moi, alors qu'on arrive à me démontrer le contraire, moi, j'attends la personne qui va me démontrer le contraire. Et la France a été en pointe dans ce domaine. Et la France il faut absolument qu'elle le redevienne. En pointe, ça a été vraiment, on était vraiment en tête, quoi. On avait fait Phénix, on a fait Super Phénix, on avait toute la matière grise qu'il fallait, on avait les matières, on s'est retraité le combustible parce que faut retraiter le combustible pour recycler la matière. On a l'usine de traitement, la seule de cette taille, et non seulement de cette taille, de cette performance en France, au monde. La seule au monde, c'est la Hague. C'est là où on va mettre les combustibles qui sortent des réacteurs, on va les mettre là-bas, on les crabouille, on les retraite, on les dissout, on en extrait le plutonium et on le recycle. D'accord? Écoutez, là, je crois que ça va être... Il y a une chose que je voudrais dire, c'est 40% d'électricité qui éclaire cette salle, ça vient déjà du plutonium, parce que dans les réacteurs actuels, on fabrique du plutonium quand même, parce qu'il y a quand même des neutrons qui vont taper sur l'uranium et qui vont fabriquer. Et alors, on en fabrique de telle façon qu'on le brûle in situ. Et ben aujourd'hui, 40% de l'électricité dans tous les pays du nucléaire vient du plutonium qui est fissionné in situ. En France, on a attendez, vous allez voir. On pourra peut-être conclure là-dessus. Et en plus, en France, on a l'intelligence de recycler le plutonium qui est dans les combustibles qui restent. Là, on l'extrait, puis on le recycle et on fait l'électricité avec. On fait 10% de plus. 40 plus 50, plus 10, ça fait 50. Donc en fait, sans le savoir, on a déjà des réacteurs en partie de 4e génération. Ah non, parce qu'il n'y a pas de surgénération, mais il fonctionne avec du plutonium quand même. Oui, il fonctionne avec du plutonium. Mais alors, je dis souvent, quand je vais dans les conférences, par exemple, avec ou n'importe quoi, je suis venu avec de l'uranium, je vais repartir avec du plutonium dans le train, dans le TGV, parce que c'est ça quand même. Mais c'est ça, mais c'est vrai. Donc, en supposant que 100% d'électricité vient pas du nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Enfin bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est 74. Mais c'est pas de la surgénération. Mais ce système-là, c'est comme encore une fois, c'est comme la population mondiale, quoi. Faut qu'il y ait autant de naissances. Même si vous faites un peu des enfants, si vous n'êtes pas assez, mais d'un seul coup, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la criticité, mais là, c'est pour les réacteurs. Si vous voulez, ça marche ça marche qu'avec des réacteurs à neutrons rapides, si vous en faites assez, voilà. Parce que, encore une fois, ce processus que je voulais dire, je reviens quand même pour que les gens comprennent bien, ce processus de transformation de l'uranium 238, là, le truc qui sert à rien en plutonium, se fait actuellement dans des réacteurs, mais il se fait pas assez pour pouvoir atteindre le point où ça se met à diverger, qui sont uniquement avec des neutrons rapides. Je sais pas si je m'explique bien, mais si vous voulez, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas,
pour conclure, on peut retenir ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'avenir de l'énergie nucléaire civile et de l'électricité nucléaire, c'est les réacteurs à neutrons rapides. Sinon, on va se heurter à une réalité qui est qu'on n'aura pas assez d'uranium pour faire fonctionner le parc, surtout tel qu'on les imagine. Mais si on s'engage dans cette logique-là, on a du nucléaire durable, c'est-à-dire qu'on a pour des milliers d'années d'électricité abondante et décarbonée. Des milliers d'années. Alors juste une chose quand même. Et avec moins de risques. C'est bien pour ça que les antinucléaires se sont battus contre le retraitement et contre les RNR. Vous savez que Superphénix a été attaqué physiquement, on a même tiré dessus, mais parce qu'ils ont bien compris. Ils veulent pas de nucléaire et ces sacrés ingénieurs nucléaires. Si on utilise les déchets, ils nous ont inventé une machine ils donnent pas le nucléaire pour un siècle, mais pour des milliers d'années. On n'en veut pas. Et en fabriquant moins de déchets. Non, mais attendez, c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, je me demande s'il n'y a pas derrière l'abandon d'Astrid quand même cette idée-là, quoi. Astrid qui était le prototype donc de réacteur de 4e génération avant de construire. Donc le problème pour la 4e génération, et on va conclure là-dessus, oui, ce sera la volonté politique. Et ça veut dire qu'il faut faire œuvre de pédagogie pour expliquer pourquoi ce type de technologie. Tout à fait, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire, y compris auprès du président de la République. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Grenèche, je vous remercie. Je vous en prie, c'était un plaisir. Vous avez compris mon enthousiasme, c'est parce que je suis voilà, je suis c'est vrai un spécialiste, mais aussi un enthousiaste de ces affaires-là, parce que voilà, c'est quand même vous savez, je dis souvent l'énergie, c'est le sang de l'humanité, quoi. Sans énergie, vous pouvez rien faire. Même quand vous mangez, quoi. Il y a une part d'énergie dedans. Si vous n'avez plus d'énergie, alors, bon, et comme l'humanité croit, enfin, les besoins, etc., il faudra de l'énergie. Et l'énergie nucléaire, certainement. Je dirais pas que ce soit 100%, surtout pas. Mais sans le nucléaire, quoi. Je vois mal comment on pourra satisfaire les besoins énergétiques de la planète, quoi. C'est pas avec du pétrole, du charbon qui, de toute façon, va s'éteindre, quoi. C'est pas non plus avec des éoliennes. L'équation, elle est simple, hein. Franchement, elle est simple. Tout le monde peut comprendre ça. C'est pas, les besoins sont un, c'est vital au sens propre du terme. C'est-à-dire, la vie est possible qu'avec de l'énergie. Deux, compte tenu des ressources naturelles, pétrole, charbon, on sait faire que de l'énergie avec du pétrole, du charbon, un peu de l'éolien ou du solaire, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. Il faut du nucléaire. Sinon, je vois pas bien. Enfin, qu'on me donne la solution, quoi. C'est pas en construisant des dizaines, des centaines de milliers d'éoliennes que vous allez trouver. D'abord, c'est intermittent. D'abord, c'est intermittent. C'est-à-dire que quand vous allumez votre lumière chez vous, faut qu'il y ait du vent pour que ça marche. S'il n'y a pas de vent, ça marchera pas. Je simplifie. Et les stockages, enfin, je vais pas venir sur d'autres. Je dévie, là. Mais vous avez compris. Mais ce que vous avez dit est tout à fait juste. C'est pour ça que je suis enthousiaste, c'est parce que je crois connaître le problème et je suis sûr que la solution passe par le nucléaire durable, quoi. Très bien, merci. Je vous remercie, monsieur.